L'adolescence peut être une période difficile. C'est un moment de notre vie où parfois on peut faire les bons choix comme les mauvais. Et ces mauvais choix, ils peuvent entraîner de plus mauvaises conséquences. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, l'affaire de Johanna. Avant que celle-ci commence, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait. On arrive très doucement aux 50 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir de les avoir l'année prochaine. Et vous pouvez commenter tout le long en nous disant ce que vous pensez de cette affaire. Nous nous retrouvons après le générique pour vous présenter l'histoire de Johanna Dennehy. Dans cette histoire, avant de vous planter le décor, je vous explique un petit peu. Nous allons parler de la pire tueuse en série, qui aurait pu être une tueuse en série d'Angleterre. C'est une histoire qui est extrêmement connue, je pense que vous l'avez certainement déjà entendue, mais j'avais aussi envie de faire des recherches dessus et de vous la raconter à ma manière, parce que je l'avais déjà entendue, mais j'avais pas fouillé dessus, et cette fois-ci j'ai eu envie de le faire. Donc si vous la connaissez, essayez d'écouter quand même jusqu'au bout, il y a peut-être un détail ou deux que vous avez manqué. D'ailleurs c'est pareil dans l'autre sens, si jamais il manque des choses à ma vidéo, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires, j'ai fait vraiment les recherches que j'ai pu. Mais plantons le décor par présenter notre protagoniste principal. Johanna Dennehy est née en 1982, le 5 septembre. Elle a grandi dans une banlieue de Londres, donc en Angleterre, et c'était une jeune fille qui était caractérisée de très solaire, très lumineuse. Elle avait une bonne énergie et il n'y a pas grand monde qui a eu des choses négatives à dire sur elle. Pourtant, à l'adolescence, les choses ont changé. En fait, lorsqu'elle a commencé à grandir, donc à devenir adolescente, elle est aussi tombée dans l'alcool et peut-être aussi tout de suite et rapidement dans les drogues. Vous allez voir qu'on va en reparler tout à l'heure. Et en plus de ça, elle s'est aussi mise en couple et est tombée enceinte. Mais n'allons pas trop vite. Elle a grandi dans une banlieue à Londres, comme je vous l'ai dit. C'était à Harpenden, une petite ville du Hertfordshire. Elle avait un bon logement, il y avait plusieurs pièces à l'intérieur, elle avait un beau jardin aussi. Enfin vraiment, sa maison, il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Elle a eu beaucoup de chance pour son enfance. À l'école primaire, elle était assez bonne élève, pour ne pas dire excellente, et surtout dans le sport. Chez elle, elle n'était pas seule et elle partageait sa chambre avec sa sœur Maria, qui avait 3 ans de moins qu'elle. Donc Johanna est plus grande. On pouvait entendre dans les médias, elles étaient très proches et avaient même créé leur propre vocabulaire secret. Johanna, envers Maria, c'était une sœur qui était très protectrice, au point où par exemple à l'école, elle allait tout de suite la défendre s'il y avait un problème. Elle montrait vraiment qu'elle était là pour elle. Elles passaient beaucoup de temps ensemble, elles passaient vraiment... je sais pas comment vous dire, elles avaient vraiment des trucs de sœurs comme le vocabulaire secret, mais elles avaient aussi une cachette où elles se retrouvaient pour parler un petit peu de tout et rien. Elles avaient vraiment un beau lien de sœurs et c'est assez rare lorsqu'on est adolescent de vraiment entretenir de beaux liens avec ses frères et ses sœurs. Enfin, je sais qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas, donc moi quand j'ai lu ça, j'étais assez content. Maria a dit à la BBC plus tard que ses parents avaient travaillé très dur pour pouvoir vraiment avoir un bon style de vie pour les enfants. Son père, Kevin, était un agent de sécurité et sa mère, Caitlin, était une commerçante. Et d'ailleurs, Johanna était vraiment la fille intelligente de la famille pour les parents parce qu'elle excellait vraiment à l'école. On voulait qu'elle étudie le droit, qu'elle essaye d'aller assez loin dans une bonne carrière. Donc vraiment, rien à dire sur elle. Selon Maria, les parents étaient assez stricts, mais c'était pour leur bien. Donc c'est pas quelque chose qui a peut-être entaché leur éducation. Concernant l'affaire que je vais vous raconter, d'ailleurs, Maria dit à la BBC qu'elle ne comprend pas exactement comment ça a pu se passer et que tout ce qui s'est produit, comment est-ce que c'est arrivé. Et elle dit, il y avait une fille qu'on aimait et un jour elle s'est transformée en monstre. Que s'est-il passé ? À la période de l'adolescence, Johanna a changé de comportement et les mauvais choix se sont enchaînés entre eux. En effet, elle a commencé à ne plus écouter ses parents et elle a pris des directions qui étaient assez sombres. Par exemple, à 13 ans, elle quitte sa maison, son foyer parental, avec un jeune homme qui a 18 ans. Elle n'est pas partie bien longtemps, mais c'était assez longtemps pour que ça soit inquiétant. Surtout qu'en parallèle, elle volait de l'argent à ses parents, elle buvait de l'alcool et elle était tombée dans la drogue. Les parents, ils ont essayé de la sauver, mais malheureusement, elle s'est enfuie à nouveau et par conséquent, ça a vraiment commencé à créer un climat assez anxiogène finalement dans la famille.
Les interdictions que ses parents essayaient de lui faire n'ont pas du tout suffi à l'arrêter et elle est tombée amoureuse d'un homme, John Trino, qui avait 20 ans et elle, à ce moment-là, elle en avait 15. Kevin, le père, est allé voir son petit ami, John, en disant que sa fille était mineure, que ça se faisait pas trop, etc. Sauf que ça a empiré la situation parce que Johanna a décidé de partir avec lui à l'âge de 16 ans, donc la famille est devenue triste, inquiète par rapport à Johanna et c'était vraiment des choses qui se sont enchaînées comme ça. À 17 ans, elle tombe enceinte pour la première fois. Elle arrête donc de boire de l'alcool et de prendre des drogues, ce qui est plutôt bon signe pour s'occuper du bébé. En 1999, sa première fille, est née. Elle s'appelle Shian. 3 ans plus tard, son deuxième bébé arrive. Malheureusement, après celui-ci, l'abstinence, elle n'aura pas duré aussi longtemps que ça parce qu'elle est retombée dans l'alcool et les drogues tout en étant une jeune maman. Et les choses ont empiré, mais avec sa propre famille cette fois. En fait, elle buvait tellement qu'elle était incontrôlable. Par exemple, complètement ivre, elle pouvait commencer à menacer John, du coup son petit ami. Elle a essayé de le menacer avec un couteau, elle l'a battu plus d'une fois. Enfin, c'est vraiment des choses qui étaient assez effrayantes. Et j'ai lu quelque part qu'elle allait jusqu'à boire 2 bouteilles de vodka par jour, ce qui est totalement énorme. Bref, en 2009, John y touche le fond, il en peut plus, il est angoissé et il décide de prendre la fuite avec ses 2 enfants. Johanna l'aurait menacé juste avant avec une arme blanche et il aurait eu vraiment peur, ce qui est totalement compréhensible. Il s'est donc installé très loin, ailleurs, et il a pris soin de sa famille. D'ailleurs, il dira qu'il n'a plus jamais entendu parler de Johanna jusqu'au crime. Vous allez voir qu'il a beaucoup été interrogé, mais pourtant, selon lui, il a toujours dit que elle ne serait jamais allée jusque-là, jusqu'à tout ce qu'elle a fait, mais pourtant ça s'est bien passé. Nous sommes maintenant en 2013, au mois de mars. Johanna s'est lancée dans une série de crimes qui feront d'elle qui elle est et pourquoi elle est connue aujourd'hui. Ces crimes étaient tous ciblés envers des hommes. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. Ils avaient un âge moyen et en fait, si malheureusement ils croisaient le chemin de Johanna, leur destin, il pouvait vraiment changer. On va parler des victimes une à une. Le premier, c'était Lukas Slaboswski. C'était un immigrant polonais. Il a rencontré Johanna parce qu'il buvait aussi, il prenait des drogues, donc leurs chemins se sont croisés. Il a été assassiné entre le 19 mars 2013 et le 29 mars 2013. Son corps a été retrouvé le 3 avril près de Thorney et vous allez voir que c'est pas le seul corps qu'on va retrouver. Le jour du meurtre, Johanna aurait invité Lukas à la rencontrer dans un appartement auquel elle avait accès. Je vous expliquerai juste après. Jusqu'ici, rien à signaler, mais une fois à l'intérieur, elle l'a poignardé à mort. Elle a placé son corps dans une sorte de bac qu'elle pouvait transporter et elle l'a montré à une adolescente. Je n'ai jamais compris pourquoi et j'ai pas trouvé d'informations qui expliquaient pourquoi, peut-être pour montrer qu'elle était capable de le faire. La deuxième victime, John Chapman, était un vétéran de la guerre âgé de 56 ans. Et attention parce qu'au début quand j'ai fait mon écriture, j'ai commencé à confondre le John qui est le père de ses enfants et ce John là, ce sont pas du tout les mêmes. Il a été tué le 29 mars 2013. Apparemment c'était aussi quelqu'un qui était malheureusement accro à la drogue et à l'alcool au moment de son meurtre, donc Johanna aurait peut-être répété le même procédé, j'ai envie de dire, qu'elle avait fait avec Lukas. Son corps est retrouvé le 3 avril 2013 près de Thorney. Une troisième victime, Kevin Lee, était propriétaire d'ailleurs immobilier et c'était aussi une sorte d'amant mais surtout colocataire de Johanna. Il a été tué le 29 mars 2013 et son corps a été retrouvé le lendemain près de Newborough. Je vais vous expliquer concernant ce Kevin parce que vous allez voir que c'est une clé dans cette affaire. Pour parler un petit peu de leur rencontre, ils se sont rencontrés parce qu'elle est allée voir un autre homme, Paul Creel. Kevin était avec lui et de base, elle y allait pour trouver un logement, ce qui correspond donc avec ce que Kevin faisait. Avant ça, en 2012, il faut savoir que Johanna a été accusée d'agression et elle a été emprisonnée. Cette même année, elle a aussi été à l'hôpital et elle a été diagnostiquée comme une personnalité antisociale. Donc on pouvait déjà commencer à comprendre que oui, elle avait des problèmes de santé mentale et ça n'a pas du tout aidé dans la suite de l'histoire. À sa sortie de l'hôpital, elle s'est donc retournée vers une agence immobilière pour pouvoir avoir un endroit où vivre. C'était l'agence Quicklet et elle voulait trouver une chambre à louer et c'est là qu'elle a rencontré Paul Creel. Johanna a dit que son père était mort parce qu'elle l'aurait tué parce que celui-ci l'aurait violée lorsqu'elle était enfant. Donc Paul devait lui donner une chambre. Oui, c'était sa logique.
Elle a essayé de prouver son histoire en montrant des photos comme quoi elle avait des cicatrices sur son bras, etc. Il a refusé, mais son ami Kevin Lee lui a accepté. Il a été touché par son histoire et lui a offert une chambre. Et d'ailleurs, cette histoire de viol, elle était totalement fausse, Johanna l'a inventée. Kevin a voulu aller plus loin et il a offert à Johanna une chance de pouvoir travailler. Mais elle avait un mauvais comportement au travail, par conséquent, c'était pas forcément une bonne idée. À ce même moment, donc au moment où elle a un logement, qu'on lui propose un travail, etc., elle rencontre une autre personne, Gary Stretch. Vous allez voir que lui aussi est une clé dans cette affaire. Ce nom est très utile pour la suite. Quoi qu'il en soit, pour tuer Kevin, elle a fait différemment que ses autres crimes. En fait, elle l'a attiré vers lui en prétendant vouloir une relation charnelle. Elle était habillée, elle avait une belle robe, etc. Et finalement, lorsqu'il s'est présenté pour son date, elle l'a poignardé en plein cœur, toujours en portant la robe d'ailleurs. Le corps de Kevin a été retrouvé nu avec les fesses vers le haut dans une position assez étrange, donc vous allez voir plus tard, mais l'accusation a dit que c'était pour l'humilier. C'était vraiment pour qu'il soit dans une position humiliante après sa mort. Peu après, elle demande à Gary de l'aider à trouver de nouvelles victimes. Sachez qu'on a appris plus tard que Gary était complice dans tout ça et qu'il aurait aidé avec certains corps. Bref, elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait tuer que des hommes. Donc Gary la conduit où elle veut et une fois qu'ils arrivent à leur destination, elle choisit 2 hommes au hasard et elle les poignarde les 2. C'est des 2 hommes qui sont séparés, hein, ils sont pas ensemble ou quoi que ce soit, mais les 2 avaient un chien d'ailleurs et elle les a poignardés l'un après l'autre. Le premier était Robin Berezza qui avait 64 ans. Quelques minutes plus tard, environ 10-9 suivant les sources, elle poignarde très brutalement John Rogers qui lui en avait 56 et qui promenait aussi son chien. Elle l'a poignardé 30 fois. Johanna a volé le chien de John Rogers et elle est retournée à son véhicule. Ces 2 victimes, je sais pas comment, par miracle, elles ont survécu et tant mieux parce que c'est vraiment atroce comme crime. Et puis les meurtres se sont arrêtés parce qu'elle l'a été aussi. Johanna est arrêtée le 2 avril 2013 après avoir vraiment fait des recherches à l'échelle nationale. Son arrestation a fait suite à une enquête qui a vraiment été complète et intense et qui se passait un petit peu dans l'ombre, mais ça a permis de la retrouver. Lors de son arrestation, elle dira qu'elle voulait devenir une tueuse en série très célèbre. C'est pour ça que elle s'en fichait un petit peu. En fait, elle voulait avoir le choix de vie ou de mort sur les hommes qu'elle croisait. Et au moment de ces derniers crimes, où il y avait les victimes qui ont survécu, il y a eu plusieurs voisins, en fait, qui ont entendu et qui ont vu un petit peu ce qui s'est passé, et ils ont compris qu'une femme voulait s'en prendre aux passants. Et c'est grâce à eux, mais pas seulement, qu'on a pu l'arrêter. On a eu les témoignages des personnes qui ont été blessées, du coup, les témoignages des voisins, et aussi des images capturées par des caméras de surveillance qui ont conduit à son arrestation. Dans les vidéos d'arrestation d'ailleurs, on peut la voir très à l'aise avec les policiers et je trouve ça assez dingue en fait. Elle demande pourquoi elle est arrêtée, on lui répond qu'il s'agirait d'une suspicion de tentative de meurtre et elle dit aussi en souriant « Ah ça va, ça pourrait être pire ». Normalement j'ai retrouvé la caméra, je vous laisse regarder. You've been arrested on suspicion of attempted murder and murder. Okay. So that will be easy to get over. Exactly. I love your eyebrows. Thanks. You're very distinctive eyebrows. I know. So you keep saying. You're decent cover. I'll put it with you. Expensive, huh? I've had a really hectic week. Would you be curious if you got 32 to know? No, but I'm just like, this is amazing. Thanks, man. Don't have to send it.
room section. Attempted murder, something. So going down for Sunny Rose. Mais vous allez voir, pendant le procès, de nombreuses nouvelles preuves ont surgi et on en a appris beaucoup plus. Lors de son procès, en novembre 2013 à Londres, on a eu beaucoup de preuves qui détaillaient ses crimes et ça a aussi poussé un diagnostic psy. Les procureurs ont montré des images de vidéosurveillance assez convaincantes finalement et on a aussi eu des enregistrements directement de son téléphone portable. Dans chaque image, on voit Johanna et son complice, Gary Stretch. On voit aussi les victimes peu de temps avant leur mort pour chacune et on voit en fait que la situation qui se passe corrobore l'histoire qu'on a entendue par l'accusation. Il y a des témoins qui sont venus pour parler des preuves médico-légales. Je parle ici d'experts qui ont cherché ces preuves sur les lieux du crime et aussi sur les corps des victimes. Et en fait, avec la nature des blessures, les positionnements des corps, les taches qu'on a pu retrouver de sang et d'autres fluides, on a pu se rendre compte que les meurtres ont été faits avec une sacrée violence et que vraiment c'était effroyable. Puis, les experts psychiatriques ont aussi évalué l'état mental de Johanna et ont témoigné. Ils l'ont décrite, je cite, comme une psychopathe sadique qui prend plaisir à infliger de la douleur aux autres. Au niveau des autres témoignages, même ses proches étaient contre elle. En fait, elle avait écrit des lettres à ses proches, ceux qui étaient autour d'elle, pour dire qu'elle avait commis des meurtres et qu'elle voulait recommencer. Ces lettres ont servi de preuves, des preuves absolument effroyables, que ça soit par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi aux intentions qu'elle avait par la suite de recommencer ses crimes. Et finalement, Gary Stretch, son complice, a témoigné. Il a confirmé être complice, mais il a dit qu'il était manipulé. Selon lui, Johanna l'aurait manipulé à ses fins et elle en aurait fait tout ce qu'elle voulait. Johanna aurait voulu tuer 9 hommes au moins et pour elle, c'était vraiment un plaisir. Elle voulait s'amuser en fait, c'était pas quelque chose qui la dérangeait. Finalement, Johanna plaide coupable à 3 chefs d'accusation de meurtre et à 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre en novembre 2013. Les psychiatres qui devaient évaluer son état mental ont diagnostiqué que Johanna avait des troubles psychotiques et antisociaux comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Vous pensiez que l'affaire était finie? Pas du tout. En prison, elle ne s'est pas laissée faire. Nous sommes maintenant en février 2014. Johanna est donc envoyée en prison. En arrivant, elle commence tout de suite. Elle menace son co-détenu, qui était d'ailleurs aussi un tueur en série. Mais celui-ci a eu tellement peur qu'il a dû changer de cellule. Finalement, elle tombe avec un autre co-détenu qu'elle compte utiliser pour s'évader. Elle conçoit un plan pour tuer un gardien de prison, utiliser ses empreintes digitales en lui coupant la main pour pouvoir, vous savez, sur les trucs avec les empreintes, pouvoir sortir. Elle a eu peur de rien. Mais finalement, elle a été trouvée, sa relation s'est terminée et elle s'est mise en isolement. En 2017, quelques temps plus tard, Johanna a commencé à dire aux autres détenus qu'elle avait en fait tué 4 personnes, mais que personne n'était au courant pour la 4e victime. Évidemment, encore une fois, tout cela est faux, elle essaye juste d'avoir l'attention sur elle. En août 2018, elle entretient une nouvelle relation avec sa co-détenue. Et en fait, les deux ont conclu une sorte de pacte, un pacte de suicide. Elles étaient censées mourir toutes les deux, mais finalement, elles ont été retrouvées dans leur cellule baignant dans une mare de sang. C'est des gardiens qui les ont retrouvées, ils les ont retrouvées inconscientes, ils se sont rendus compte du pacte qu'elles ont fait, du coup, ils les ont mis à l'isolement, séparées l'une de l'autre. Peu de temps après, Johanna recommence à tenter de se suicider et elle échoue. Les dernières nouvelles qu'on a d'elle, c'est quand elle a contacté un de ses enfants, Shian, en 2018. En fait, elle voulait prendre contact avec elle, mais je crois aussi que Shian avait pris contact avec elle parce que elle avait des souvenirs d'enfance où elle se rappelait d'une mère qui était aimante et gentille et elle voulait comprendre en fait ce qui s'était passé, mais finalement elle n'aura jamais de réponse claire et elle ne pourra pas vraiment comprendre ce qu'il en est. Et je me dis sincèrement que grandir en sachant ce qui s'est passé, que ta mère est une tueuse, etc., ça doit être très dur. Finalement, d'après les psychiatres de la prison, elle aurait pu commettre ces meurtres visés sur les hommes pour prendre leur place. En fait, pour eux et pour elle, la place de l'homme était vraiment celle qui avait toute puissance, etc. Et peut-être que Johanna, c'est ce qu'elle voulait avec ses crimes. C'est une des pistes qui a été donnée par les psychiatres. Peut-être qu'elle voulait se débarrasser des hommes pour ressentir leur puissance. On ne sait pas d'autre ce qu'il en est. Mais c'est donc tout pour cette histoire qui s'arrête ici étant donné qu'actuellement, elle est toujours en détention.
Voilà tout le monde pour l'histoire de Johanna Dennehy, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément. Vous pouvez aussi la commenter pour me dire ce que vous pensez un petit peu du mobile de Johanna, quel aurait pu être-il, ce n'est pas français, qu'est-ce qu'il aurait pu être, pourquoi est-ce qu'elle aurait vraiment voulu s'en prendre qu'à des hommes. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous retrouve dans plusieurs jours pour une nouvelle histoire horrifique et jusqu'alors, comme d'habitude, prenez grand soin de vous.